Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de celle que j'ai déjà l'habitude de faire, mais étant une fan de True Crime, je me sentais obligée de tester une vidéo de ce style. Nous allons aujourd'hui parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors installez-vous, attrapez de quoi manger, de quoi vous occuper, enfin non, vous allez vous occuper devant ma vidéo, mais attrapez de quoi grignoter ou quelque chose à boire et rentrons dans l'histoire de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Pour l'occasion, je me suis mis en tenue de prisonnière américaine pour vous mettre un peu dans le mood de l'affaire et c'est parti. Donc je vais pas parler entièrement de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui en parlent déjà et j'ai pas envie d'être répétitive. Je vais vous mettre en lien dans la barre de description la vidéo de Fabien Olicard suite Live, là où il parle déjà très bien de l'affaire et c'est une vidéo assez courte donc vous pourrez comprendre. Comme ça si vous connaissez pas, vous n'êtes pas perdu et si vous connaissez, ça vous rafraîchit un peu la mémoire. Donc on va rentrer tout de suite dans l'histoire Xavier Dupont de Ligonnès. Donc la famille Xavier Dupont de Ligonnès est composée de 6 membres. On a Xavier, le père, qui a 50 ans. On connaît pas trop sa profession parce qu'il reste très flou dessus lorsqu'on lui pose des questions. On a ensuite Agnès, la mère, qui a 48 ans et qui travaille en tant que conseillère principale d'éducation dans un collège de la région. Ils ont 4 enfants. Le premier s'appelle Arthur. Donc Arthur a 20 ans et il est issu d'une précédente union qu'Agnès a eue avec son ex-mari. Donc ce n'est pas le fils biologique de Xavier Dupont de Ligonnès, mais il l'a élevé et il fait partie de la famille. Donc Xavier a 20 ans, il travaille dans une pizzeria et fait ses études en même temps. Le second enfant est Thomas. Donc Thomas a 18 ans et il est étudiant. Il ne vit pas avec la famille, ce qui est important de comprendre. Il habite dans un logement étudiant, mais il ne vit pas avec la famille. Ensuite vient Agnès. Agnès, la seule fille, a 16 ans. Elle est en classe de première. Et ils ont enfin un garçon du nom de Benoît. Benoît a 13 ans. Donc la famille vit dans une belle et grande maison au 55 boulevard Schumann à Nantes. Ils sont dans un beau quartier. La famille est considérée comme être de bonne famille parce que la mère Agnès est issue de bonne famille elle aussi. Elle a beaucoup d'argent et n'ont pas de problème particulier avec qui que ce soit. Ils s'entendent bien avec leur voisinage, donc c'est une famille typique française comme on pourrait dire. Seulement à partir du 1er avril 2011, c'est là que les choses tournent au drame. Le 1er avril marque la date à laquelle les choses ont commencé à mal tourner pour la famille Dupont de Ligonnès. Agnès, la mère, ne se présente pas au travail, les enfants ne sont pas vus à l'école et Arthur ne va pas récupérer son salaire à la pizzeria à laquelle il travaille. Également, les voisins ont remarqué depuis plusieurs jours que la famille a disparu, qu'on ne les voit pas, que les volets ne sont pas ouverts et qu'il n'y a pas de mouvement dans la maison. C'est alors qu'une des voisines prévient les policiers qui se rendent plusieurs fois à la maison des Dupont de Ligonnès pour regarder un peu aux alentours s'il se passe quelque chose, mais rien. Seulement, c'est le 21 avril que les officiers rentrent à l'intérieur de la maison et découvrent avec effroi le corps de 5 membres de la famille sous la terrasse. Donc on retrouve le corps de la mère et des 4 enfants. Ils sont là, ils sont morts. À côté, on retrouve le corps des 2 chiens de la famille et nous n'avons pas d'explication. Encore manque à l'appel celui de Xavier Dupont de Ligonnès, le père. Un avis de recherche est émis à son encontre, mais seulement personne ne sait où il est et il a totalement disparu. Les recherches sont alors lancées pour essayer de le retrouver et on le voit sur plusieurs caméras traverser la France en refaisant la route des lieux là où il a grandi, mais pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Depuis lors, donc depuis le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès a disparu et il est toujours le principal suspect dans l'affaire, étant la seule personne à avoir vu Agnès et les enfants toujours en vie. Donc, après ce résumé très bref de l'affaire, je pense qu'il serait temps d'apporter les petits détails que j'ai trouvés pendant mes recherches. Donc, pour parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai fait beaucoup de recherches et essayé de trouver des détails que j'ai pas vus dans certains blogs ou sur certaines vidéos. Des petits détails que je trouvais intéressants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de réponse. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi le père est parti, qu'est-ce qui s'est passé et on ne sait même pas vraiment si c'est lui qui l'a tué, sa famille. Donc la première piste sur laquelle je suis partie, c'est les dettes. La famille a l'air riche à première vue. Agnès, la mère, est issue d'une bonne famille, ils ont de l'argent, ils ont une belle maison, mais en faisant les recherches et après la mort
des membres de la famille, on se rend rapidement compte que le père est criblé sous les dettes, donc la famille aussi. Le père a fait plusieurs placements financiers qui n'ont pas réussi et il est vraiment rempli de dettes, de partout, les huissiers l'attaquent, il n'a plus de solution pour s'échapper. Et selon lui-même, 2 ans auparavant, il aurait dit à ses amis que si les dettes continuaient à s'accumuler, soit il tuerait sa famille, donc il brûlerait la maison avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, soit il partirait sans rien laisser. Ensuite, ce qui est étrange dans cette histoire, c'est le rapport de Xavier avec la religion. Donc toute la famille, et même Agnès, est très pieuse, ils vont à l'église tous les dimanches, ils participent activement à l'église du coin, ils sont de fervents croyants, et Xavier a grandi dans une famille croyante lui aussi. Donc sa mère, quand il était plus petit, son père s'est enfui de la maison, laissant sa mère avec lui et ses 2 sœurs. C'est là qu'elle va créer un groupe de prière, un groupe, une église, s'appelant l'église Philadelphie. Donc cette église a été d'ailleurs arrêtée pour des soupçons d'affaires sectaires. Donc dans l'église, c'est une église qui se base sur la croyance de l'Apocalypse et sur lesquels les enfants auraient été élevés par leur mère en les faisant penser qu'ils étaient supérieurs aux autres, quelque chose de très bizarre et de très malsain. Et d'ailleurs cette relation avec la chrétienté et la croyance pourrait expliquer pourquoi est-ce que lorsque les corps ont été découverts, donc les corps étaient très bien emmaillotés dans des sacs, entourés par des vêtements, mais chacun des corps morts avait un signe religieux représentatif. C'est-à-dire que certains avaient des croix, d'autres avaient des chapelets, et ça sur chacun des corps enterrés sous la terrasse. Donc cela montre encore que ce crime a très bien pu être commis par le père étant donné qu'il avait une certaine relation avec la religion. Ensuite, dans mes recherches, ce que j'ai pu remarquer, c'est que Xavier a un très grand intérêt pour les États-Unis. Lorsqu'il était plus jeune, avec un ami nommé Michel Rétif, à l'âge de 28 ans, ils sont partis aux États-Unis et ont fait un road trip en visitant plusieurs des grands États, en voyant les États-Unis. Xavier Dupont de Ligonnès est en quelque sorte tombé amoureux du pays. Il a souvent évoqué les États-Unis et c'est quelqu'un qui parle bien l'anglais, qui sait se faire comprendre et surtout qui a un grand intérêt pour ce pays. Il a d'ailleurs essayé de retourner habiter aux États-Unis avec sa famille pendant quelques années, puis il est revenu en France. Donc il connaît les États-Unis. D'ailleurs, il va reparler des États-Unis dans la lettre qu'il a envoyée à toute sa famille après la mort des différents membres avant sa disparition pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne les verrait plus. D'ailleurs, une lettre que nous allons évoquer plus tard dans la vidéo. Autre point intéressant dans l'affaire, c'est de remarquer la mise en scène qu'il y a sur la scène de crime. Donc, lorsque les enquêteurs et les policiers rentrent dans la maison, ils voient tout d'abord une maison bien rangée. Elle est propre, il n'y a rien, tout paraît calme et il n'y a pas de poussière. En s'avançant plus loin dans la maison, il découvre une carte sur laquelle est entouré un certain nombre de villes dans lesquelles Xavier aurait prévu de se rendre. Et notamment en montant dans la chambre parentale, il découvre sur la table de chevet un livre au titre troublant. Sur la table de lui, il découvre le livre d'Arlene Cohen nommé « Disparu à jamais ». Donc cela donne-t-il un indice sur les vraies intentions de Xavier Dupont de Ligonnès, disparaître à jamais et s'enfuir pour toujours? Lors du voyage de Xavier aux États-Unis d'ailleurs, le voyage survient durant l'affaire John List. Donc l'affaire John List est assez similaire à celle de Xavier Dupont de Ligonnès. John List a assassiné toute sa famille afin de disparaître pour pouvoir vivre une nouvelle vie. Il sera seulement retrouvé 17 ans plus tard, vivant sous une nouvelle identité et sera arrêté et mis en prison pour le meurtre de toute sa famille. Une histoire qui fait étrangement penser à celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qui est bizarre aussi dans l'affaire, c'est le fait que la ville là où il disparaît elle-même n'est pas anodine parce que en retraçant son chemin, on se rend bien compte qu'il va dans des lieux qu'il connaît déjà et la ville là où il disparaît est une ville là où il a habité avec Agnès plusieurs années auparavant. Donc c'est comme s'il faisait un petit voyage pour se ressasser, parce qu'il sait qu'il ne va pas revenir et il revoit ces lieux qui ont tant de souvenirs pour lui. Un élément central de l'affaire, c'est la lettre. Xavier Dupont de Ligonnès envoie une lettre à toute sa famille dans laquelle il raconte le plus gros bobard et mensonge de l'histoire.
Dans la lettre, Xavier explique qu'il a été contacté par la DEA, donc c'est une organisation qui se charge des affaires de drogue aux États-Unis et qui travaille pour elle depuis des années. Il dit également que cela explique pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas parler de son travail avec sa famille, et donc dans cette lettre, il explique que toute la famille est partie vivre aux États-Unis, qu'ils vont changer d'identité et qu'ils ne pourront pas contacter leurs proches pendant plusieurs années. Encore une fois, ça pourrait laisser penser à... ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de nouvelles de la famille, et donc il espérait que ses proches puissent croire à son histoire. Dans la lettre, il explique que la version officielle, donc celle qu'il a transmise à l'école et au travail d'Agnès, est qu'ils sont partis en Australie, encore un pays américain, un pays anglo-saxon. Donc dans la lettre, il y a plusieurs passages qui sont assez étranges, et dans un des passages, il explique qu'il se trouvera avec sa famille dans un pays, dans un état, là où il fait chaud et là où il y a de la bonne musique. Donc lorsque j'ai lu ça, je me suis demandé si est-ce qu'il faisait vraiment référence à son histoire de DEA, ou alors est-ce que ça ne donnerait pas un indice sur où est-ce que Xavier aurait pu fuir. Et donc j'en suis venue à plusieurs conclusions que je vais pouvoir vous expliquer dans la partie de la vidéo, là où je vous donne mon avis sur l'affaire et qu'est-il vraiment arrivé à Xavier, où est-il, est-il mort, est-il vivant. D'ailleurs, on notera que c'est grâce à la lettre que les enquêteurs vont avoir l'idée d'aller fouiller sous la terrasse. Alors, dans un passage, Xavier explique qu'il ne faut pas faire attention aux tas de gravats et de bordel, de désordre qu'il y a sous la terrasse, que c'était là avant leur arrivée et qu'il ne faut pas y toucher. Et justement, le fait qu'il en parle va donner une espèce de petite puce aux inspecteurs qui vont leur dire allons fouiller sous la terrasse. Et c'est là qu'ils vont découvrir les corps. Donc est-ce que c'était intentionnel de la part de Xavier de mentionner la terrasse comme s'il voulait qu'on aille fouiller et qu'on trouve les corps, en sachant que lui il serait déjà assez loin pour être hors de danger, hors de problème. Donc les meurtres sont présumés s'être déroulés dans la nuit du 3 au 4 avril, se basant sur l'arrêt de la machine respiratoire d'Agnès. Donc Agnès fait de l'apnée du sommeil et elle a besoin d'une machine, elle a une machine auprès d'elle qui fonctionne la nuit lorsqu'elle dort, sauf que cette machine va s'éteindre dans la nuit du 3 avril à environ 3h du matin je crois, et c'est là que les enquêteurs vont se baser sur cette heure-là pour décrire que c'est Quick et qu'on les a tués ce soir. Dans la soirée, ils se sont fait une petite sortie en famille, donc Xavier a emmené toute sa famille au cinéma puis au restaurant, et lorsqu'il rentre chez lui, il passe un appel assez troublant que j'ai décidé de vous faire écouter. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir, et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redites, tu m'envoies un petit SMS et toi, je vais aller coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Donc dans l'appel, Xavier dit une phrase qui m'a tout de suite étonnée lorsque je l'ai entendue. Je vais coucher les enfants. Cette phrase-là ne serait pas étrange, on était dans les années 80 et là, rien, ça ne m'aurait pas surprise. Mais ce qui m'étonne, c'est que Arthur a 20 ans, Anne a 16 ans et Benoît en a 13. Est-ce qu'en 2011, on va coucher ces enfants adolescents ? Je trouve ça un peu bizarre. Cette phrase-là pourrait être, selon certains, le signe que Xavier mentionne à sa sœur qu'il va passer à l'acte. Il appelle sa sœur en lui racontant tout ce qu'il a fait et en décrivant bien méticuleusement chacune des choses qu'ils ont faites ensemble. Et ça paraît un peu trop détaillé. On appelle et on ne raconte pas tout ça à sa sœur au téléphone. Ce qui est encore une fois bizarre. Et le « je vais coucher les enfants », qui est encore plus étrange, pourrait être une indication donnée à sa sœur, lui disant je vais coucher les enfants, on va quick, et puis on ne les reverra pas. Donc après avoir relevé quelques petits éléments dans l'enquête que j'ai trouvé assez perturbants, je vais vous donner ma version des faits. Premièrement, Xavier Dupont de Ligonnès est vivant. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'est suicidé et qu'il est simplement mort et c'est pour ça qu'on ne retrouve plus sa trace. Mais d'après moi, avec tous les indices, toutes les précautions prises dans l'enquête, lors de la tuerie, je pense qu'il est vivant et qu'il cherchait réellement à cacher son départ. Parce que sinon, pourquoi prendre le temps d'écrire une telle lettre pour expliquer à sa famille qu'il ne sera plus là si c'est pour disparaître et se tuer du jour au lendemain ? Je pense tout simplement qu'il est vivant.
Et de ce fait, on pourrait se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense bien que Xavier a zigouillé sa famille dans la nuit du 3 au 4 avril. Après ça, Xavier a fait appel à sa sœur. Nous n'avons aucune preuve que la sœur de Xavier, donc Christine, parce qu'il y en a deux, l'autre s'appelle Véronique, était bien chez elle lors de la nuit du 3 au 4 avril. Ou alors il s'est fait aider. Donc soit par sa sœur, soit par son ami Michel Rétif, avec qui il a voyagé aux États-Unis lorsqu'il avait 28 ans. Donc l'une de ces deux personnes est venue et l'a aidé. Tout simplement parce que Xavier a des problèmes de dos, il a une maladie qui lui empêche de pouvoir se baisser, donc on sait déjà qu'il est assez âgé. Et je ne pense pas qu'il aurait pu creuser les trous, tuer les membres de sa famille, les emmailloter, mettre des signes religieux seul. Ça, c'est quelque chose qui paraît assez étrange et je ne pense pas qu'il ait pu faire tout ça tout seul. Également le fait que toute la maison soit vide, qu'il n'y ait plus rien, qu'elle soit propre. Il n'y avait pas de taches de sang lorsque les policiers sont rentrés à l'intérieur et ils les ont trouvés avec leur lampe UV qui a permis de dévoiler que la maison était pleine de sang des murs au plafond. Et donc, pour avoir pu nettoyer tout ça tout seul, il n'a pas été seul. Pourquoi est-ce que je mets Michel Rétif dans l'histoire? C'est parce que selon plusieurs sources, apparemment Michel Rétif était peut-être amoureux de son ami et cela pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il l'aurait aidé à s'enfuir et à vivre une nouvelle vie sous une nouvelle identité. Donc il est vivant. Autre élément de l'enquête, Michel Rétif, lors de la fugue de Xavier Dupont de Ligonnès, donc à l'époque il y avait déjà le téléphone en 2011, et on apprend que son téléphone a borné à 10 km du dernier endroit là où a été retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès le même jour. Donc ça veut dire qu'il y a eu le même jour, les deux meilleurs amis étaient, leur téléphone ont borné à 10 km d'intervalle dans le même secteur alors que ce n'est pas du tout là où ils habitent. Michel Rétif habite dans la même zone que, enfin pas exactement dans la même ville mais dans la même zone que Xavier Dupont de Ligonnès et les deux se retrouvent au même endroit au même moment, leur téléphone borne et personne ne se pose de questions. Donc moi je pense que Michel Rétif ou sa sœur les aurait aidés. Et maintenant pourquoi sa sœur? Le groupe de prière, le groupe chrétien qui a créé la mère de Xavier est dirigé par la mère. Geneviève, à la base, c'est elle qui l'a créé, l'église de Philadelphie, c'est son truc. Seulement on apprend que la mère a délégué l'histoire de l'église à sa fille, c'est donc elle qui s'en occupe. On sait aussi que la famille de Xavier est pieuse, qu'il croit en Dieu, mais peut-être ne croit-il pas aux mêmes croyances que la famille de Xavier. Ça aurait pu créer un désaccord dans la famille et il aurait très bien pu avec sa famille lui leur parler de ses souffrances, de ce qu'il ressent, qu'il n'a pas assez d'argent pour payer tout ce qu'il y a à payer et il aurait très bien pu leur dire eh bien, tu sais, ta famille, tu peux leur offrir une meilleure vie, tu peux les faire partir, tu peux leur permettre d'avoir une meilleure vie et de toi pouvoir commencer une nouvelle en les faisant disparaître. Parce que la façon dont elles sont emballées, la façon dont leurs corps sont bien soignés, bien traités, comment ils sont bien emballés, avec leurs petits signes religieux, ressemble très portrait à un enterrement. Parce qu'on comprend que la personne qui les a tués, qui les a emmaillotés de telle façon, les aimait réellement. Peut-être voulait-il recommencer sa vie, mais il savait qu'il avait besoin de se détourner de sa famille. Donc Xavier a fui, il a pris la fuite et l'un des indices est donc Un pays chaud, où il y a de la bonne musique dans sa lettre envoyée à la famille. Donc je pense qu'il est dans les Caraïbes, pas une île française bien sûr, parce que s'il était en Guadeloupe ou en Martinique, je pense que nous le saurions déjà. Je pense qu'il est peut-être à Cuba ou dans les îles dominicaines, un pays là où il fait chaud, là où il fait bon, et là où il sait qu'il ne risque pas d'être attrapé. Mais il est vivant, il est là, et je sais qu'un jour, nous aurons le fameux de l'histoire sur Xavier Dupont de Ligonnès. D'ailleurs, son ami Michel Rétif s'est suicidé il y a quelques années. Il avait un cancer, mais il s'est suicidé comme ça. Et certains pensent que ce serait une autre preuve de la complicité de Michel Rétif qui ne pourrait peut-être tout simplement plus supporter le poids des mensonges. Donc, il y a encore tellement de choses à raconter sur cette histoire. Mais je pense que j'ai réussi à bien vous faire un bon résumé de ce qui s'y passe et de tout ce qu'il y a d'étrange. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
que vous aurez pu en apprendre plus sur ce cas et peut-être le découvrir si vous n'êtes pas un fan de true crime ou d'affaires policières et étranges. En tout cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, voilà, je vous dis à la prochaine et passez un bon week-end. Bisous.